yo butupemo la musa elika ya mitema ya batwe biso tobelemi kolukayo wapye pa yo zali zambiranga nalelipe mingi anote nakobenga. Donc je suis économiste de formation, je suis intéressé par les questions économiques. Ma question est la suivante. Sur l'intégration, sur l'industrialisation rapide, accélérée du Congo et sur l'intégration économique nationale et sous-régionale ou régionale, comme on peut dire, est-ce que vous avez pensé que cette ambition, cette vision qui est bonne, moi je l'approuve, va être facilement mise en œuvre sans des contingences internationales de la part des puissances qui ne seraient peut-être pas du tout disposées à laisser faire cela. Parce que dans le développement de l'Afrique et du Congo notamment, on a déjà compris parfois que les grandes puissances ne sont pas toujours très sensibles à ce que cela se fasse. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas évoquer ici. Vous, dans cette vision, est-ce que vous intégrez ces questions géopolitiques et géostratégiques? Parce que cela, ce n'est pas des vues d'esprit, mais on l'a vu dans le passé. Voilà, ma question s'arrête là. L'a dit Fabien, Mboka est occupé. Et le rôle de la malaria, ou les PCA quinine, puis les PCA pénicilline. Donc, vous avez élaboré un plan Marshall sur le Congo, et votre speech a plus été axé sur le redressement social, politique et économique du Congo. Mais après, vous avez dit qu'il faudrait des fonds, de la volonté politique, paix et stabilité. Or, dans la situation actuelle, tous ces ingrédients ne sont pas réunis. Donc, et puis vous êtes candidat pour des éventuelles élections. 2 fois nous sommes allés aux élections et nous n'avons jamais atteint même ce semblant de paix, de stabilité. Donc je ne vois pas comment est-ce que vous allez appliquer ce plan Marshall. Ça c'était le premier volet de ma question. Et la seconde, c'est si élection il y aura, il y a des candidats. On va essayer de simuler la campagne électorale. Donc il y a des challengers. Un gars, moi je vais être direct avec vous, un monsieur comme Katumbi et sa bande. Quelle approche faites-vous de l'ancien prince du Katanga et du rassemblement, vu que vous étiez proche du feu président Étienne Tshisekedi? Et est-ce qu'avez-vous déjà commencé à tisser d'éventuelles relations pour avoir une candidature commune et un programme commun pour éviter les déboires de partir aux élections en ordre dispersé? Et puis après, la dernière question, que pensez-vous du radicalisme des personnages ou personnalités comme Honoré Mbanda? Et pour finir, revenir à moi qui suis de la sphère combattante, que pensez-vous en fait de cette sphère? Est-ce que vous avez approché les combattants? Que pensez-vous de leur méthode, genre coup de poing contre les politiciens et les artistes musiciens? Merci. Bon, je voudrais vous remercier donc de ces questions. Je vais commencer peut-être par la dernière. Les combattants sont nos compatriotes. Ils ont une façon d'exprimer leur frustration vis-à-vis donc de la situation actuelle et il faut les comprendre. J'ai passé beaucoup de temps à comprendre donc leur raisonnement, qu'est-ce qu'ils cherchent à réaliser et j'ai réalisé que eux et moi nous disons la même chose en des termes différents, utilisant peut-être des méthodes différentes. J'ai passé beaucoup de temps en Belgique avec le commandant Esso, avec Boketio Premier, aussi avec Henri Mouké. J'ai été accompagné à certaines rencontres ici à Paris par Rex Kazali. Je connais beaucoup de combattants aux États-Unis, ainsi de suite. Je trouve que leur frustration, leur réclamation, c'est quoi? Ils veulent que le Congo marche mieux. Ils veulent qu'on revienne à l'état des droits. Ils veulent que les résultats des élections soient respectés. Ils veulent que le Congo se développe et crée des opportunités pour tout le monde. En réalité, les combattants défendent le plan Marshall que je suis en train de proposer, mais en des termes différents, en utilisant des méthodes différentes. Moi, je les invite à pouvoir adhérer massivement à ce plan pour que collectivement nous puissions travailler ensemble, pour non seulement réveiller les consciences, mais pour que demain,
quand nous arrivons au pouvoir, nous puissions mobiliser tout le monde afin de s'impliquer dans la mise en œuvre de ce plan. Maintenant, vous avez mentionné quelques individus. Moi, je ne voudrais pas donc entrer dans les détails de tel individu parce que ce n'est pas constructif, mais j'invite tout le monde, toute tendance politique confondue, à travailler la main dans la main pour l'objectif commun, qui est quoi? D'obtenir l'alternance démocratique, de mettre en place un état de droit fonctionnel et que le Congo démocratique retrouve la paix, la sérénité et se mette à se développer au profit de tous les citoyens. Je pense que j'ai répondu à vos questions si j'ai... Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'industrialisation, vous avez tout à fait raison et au début, j'avais cette appréhension. Et il y a même quelqu'un, je vais vous dire que j'ai fait une présentation quelque part, il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? Parce que vous allez vous faire couper la tête par certaines personnes. Mais je suis allé, n'oubliez pas que je suis un enfant de la communauté internationale, je suis congolais, mais je suis aussi dans la communauté internationale. Donc partout où je parle, les gens me disent aussi attention avec la communauté internationale, on met en garde les gens contre moi. Mais en réalité, aucune institution ne m'a jamais dit allez, faites du mal à tel pays. J'ai été représentant de la Banque mondiale au Tchad. J'ai vu comment on travaillait donc avec la République du Tchad. On ne m'a jamais dit ne faites pas du bien à ce peuple-là. J'ai dirigé des programmes de développement pour les îles du Cap-Vert et je voudrais attirer votre attention au développement spectaculaire des îles du Cap-Vert. Quand j'ai commencé à travailler sur le Cap-Vert, le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant était de 170 $. Aujourd'hui, 20 ans, 25 ans plus tard, le PIB par habitant est de 4500 $, c'est-à-dire 20 fois plus que la République démocratique du Congo. Aucun pays, aucun bailleur de fonds n'a dit au Cap-Vert ne faites pas ce qui est bien pour votre pays. La plupart des temps, les autorités du pays, de nos pays, sont incapables de concevoir une vision de développement et de la mettre en œuvre de façon réussie en mobilisant tout le monde, en expliquant à tout le monde ce qu'ils ont aussi à gagner. Parce qu'ils sont incapables, ils ont tendance à dire attention, si nous faisons ça, la communauté internationale va nous faire du mal. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis allé en Belgique, par exemple. J'ai expliqué à certaines autorités là-bas, y inclus les gens du secteur privé, ce qu'ils avaient à gagner en mettant en œuvre ce programme de développement des infrastructures. Aux États-Unis, j'ai fait la même chose. Et je leur fais comprendre que pour construire ces routes intégratrices, par exemple, nous, les Congolais, nous n'avons pas l'expertise. Nous aurons besoin de tracteurs fabriqués où? En Occident. Nous aurons besoin des gens qui ont conçu les autoroutes modernes. Et ces gens-là se trouvent où? En Occident, parce que nous n'avons jamais construit ça. Nous aurons besoin de pouvoir mobiliser donc la main-d'œuvre spécialisée pour faire tel ou tel travail. Et ces gens se trouvent en Occident. Donc, en essayant de mettre en œuvre ce plan-là, nous allons même contribuer à réduire le chômage dans les pays occidentaux. En Belgique, par exemple, le chômage est dans les environs de combien? Dans les environs de 10%, quelque chose comme ça. Mais ces gens-là qui sont au chômage peuvent trouver du travail quand nous mettons en œuvre le plan de développement de la RDC. En ce qui concerne l'industrialisation, j'ai visité une entreprise en Caroline du Nord qui fabrique les iPhones, les pièces détachées des iPhones. Je leur ai demandé, mais est-ce que vous savez d'où vient le coltan qui est utilisé pour fabriquer ça? Ils m'ont mentionné quelques pays, je leur ai dit, vous vous trompez, le coltan vient de la République démocratique du Congo. Ils ont dit oui. Je dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas installer des usines de fabrication de pièces détachées en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous attirer à venir là-bas? Ils m'ont dit, si vous avez la paix, la sécurité, et qu'il n'y a pas de gens qui viennent, les bandits qui viennent la nuit pour tuer donc nos expatriés qui vont être en train de travailler là-bas, nous serons tout à fait disposés à pouvoir investir dans notre pays. Et je leur ai fait comprendre, quand vous importez ces matières premières, vous fabriquez des pièces détachées, vous fabriquez le iPhone made in the United States. Le coût total pour vendre ce iPhone donc au public congolais, au public américain ou international, le coût de fabrication revient donc, enfin, le produit final revient à 800 $ par exemple la pièce. Si vous installez cette usine à la source, là où il y a les matières premières, vous pouvez produire un iPhone congolais, mais dont le coût final, le coût total serait de 100 $ ou bien de 150 $. Qui va gagner? Les Congolais a gagné, mais aussi le citoyen du monde. Parce qu'on peut vendre le même iPhone made in the Congo à 100 $, 200 $ ou 300 $. Ce serait moins cher que le iPhone fabriqué donc aux États-Unis. Donc tout le monde a intérêt à gagner de la mise en œuvre de cette stratégie d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo. Ce qui nous a manqué dans le passé, c'est quoi? C'est la capacité de concevoir la vision et d'expliquer pourquoi nous voulons le faire et d'expliquer à ces entreprises multinationales
qu'elles ont intérêt à ce que nous puissions réussir la mise en œuvre de cette stratégie. Mais personne dans ce monde-là ne viendra nous faire du mal parce que nous voulons développer la République démocratique du Congo. La responsabilité première du développement de la RDC est la nôtre. C'est à nous de mobiliser tout le monde entier, pour qu'ils comprennent qu'une République démocratique du Congo qui se développe, cela se passe dans l'intérêt et des Congolais, mais également du monde entier. En plus de cela, je voudrais vous dire une chose. Avec les problèmes de la RDC aujourd'hui, nous sommes devenus un problème humanitaire mondial. Il y a combien de Congolais qui sortent de la RDC pour aller dans les pays étrangers? Dans les pays étrangers, on ne veut pas de nous. On veut qu'on reste chez nous. Mais pour nous garder chez nous, il va falloir qu'on ait des opportunités là-bas. On ne peut pas garder quelqu'un dans un pays où il n'y a pas d'opportunité. Regardez ce qui se passe avec tous ces réfugiés qui partent maintenant en Angola. Mais si nous mettons en œuvre ce programme d'industrialisation accélérée, des créations d'emplois massifs en République démocratique du Congo, non seulement que les Congolais vont rester là-bas, les Angolais vont venir travailler chez nous, les Rwandais vont venir travailler chez nous, les Américains, les Belges, tout le monde a intérêt à ce que cette stratégie de développement fonctionne. C'est ça ma réponse donc à cette question. Maintenant, la première condition va être la stabilité politique. La paix et la stabilité, et ça rejoint maintenant la question de M. Koussoine. Vous avez raison, je ne suis pas en train de rêver. La raison pour laquelle ce plan Marshall est articulé en termes de piliers, c'est parce que je sais qu'il y a des choses qu'il faut que nous fassions d'abord pour créer des conditions pour que le reste puisse réussir. Et le premier pilier du plan Marshall, c'est promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie. Pourquoi je dis cela? Je reconnais que notre armée, notre police et nos services de sécurité ne fonctionnent pas. Regardez ce qui se passe dans le Grand Kasaï. Comment voulez-vous expliquer que dans un pays, qu'il y ait 53 fosses communes que nous ne découvrons même pas? Nous avons l'armée, la police, les services de sécurité qui sont là-bas, et dans chaque fosse commune, supposons qu'on a enterré 25 personnes. 25 multiplié par 53, déterminer le nombre de personnes qu'on a tuées. Comment est-ce que cela peut arriver dans un pays à l'insu de l'armée, de la police, des services de sécurité et du chef de l'État? Donc je reconnais qu'il nous faut réformer l'armée, la police, les services de sécurité, pour que le Congo, si nous avons une armée restructurée, une police restructurée, d'autres services restructurés, en ce moment-là, ces services-là peuvent garantir la paix et la sécurité à tout le monde. Pour le faire, nous avons des programmes de réforme de l'armée. Et je peux vous assurer que je suis en contact avec des gens qui sont spécialistes de la réforme de l'armée. Cette composante-là, ce pilier du plan Marshall, a été revu par des gens très spécialisés. Et je peux vous assurer que c'est des militaires de premier plan, des policiers de premier plan, dans les pays industrialisés qui veulent aussi que le Congo puisse retrouver la paix. Ils vont nous aider à restructurer l'armée, la police, les services de sécurité pour qu'ils puissent être en mesure de maintenir donc la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et on m'a même dit que s'il y a la volonté politique, parce que cette volonté politique doit venir du sommet. Si moi je suis là-bas et que je mets cela comme une priorité, en 2 ans, 3 ans, nous avons une armée, une police et des services de sécurité fonctionnels sur lesquels les Congolais peuvent s'appuyer. Voilà. Monsieur Konsozei Diounzi Katouka, ingénieur en électronicien, énergie et équipement communicant. J'aimerais bien que vous m'aidiez à vous connaître et à vous situer, s'il vous plaît, en vous posant cette question. Quel est le principe du fonctionnement du système économique mondial par la participation de tous les pays? S'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez être explicite? Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Juste, j'aimerais bien vous situer par rapport à cette question. Le principe, juste le principe du fonctionnement du système économique mondial par la participation de tous les pays. Poser une question simple. Notre pays... Vous ne vous êtes pas encore présenté. Ah, je me présente. Pasteur Marcel Congolais. De l'église SEC. Merci. Mais c'est situé. Laissez-moi poser ma question. n'est pas complète, Monsieur Tchani, je vous ai suivi. Vous êtes vraiment un cerveau. Ça, je n'ai pas à faire des commentaires. Notre pays, pour l'instant, il est dans quel état? Est-ce que vous êtes un libérateur
ou vous êtes un démocrate, ou vous êtes une marionnette. Donc ce sont des questions que je vais vous poser. Parce que notre pays, pour l'instant, à vous écouter, vous êtes un démocrate. Mais avec quelle élection pour parvenir à la tête du pays, comme vous le dites? Parce qu'il y aura la faute. Et tout est organisé pour qu'on puisse frauder. Alors je me demande déjà comme vous, comment est-ce qu'on peut parvenir à diriger ce pays? Aujourd'hui nous sommes un pays occupé, comme M. Boussouanik a dit, la ferme, elle est occupée. Parce que nous, même nous les pasteurs, nous trompons les gens. Nous devons d'abord libérer le pays. Il y a beaucoup de professeurs dans notre pays qui ont des cerveaux. Là, j'ai vu le professeur Mabi, qui m'ont enseigné, moi, j'ai étudié à l'université de Lubumbashi. Mais nous avons des marionnettes au pays. Mais maintenant, vous êtes démocrate. Comment vous allez accéder à la tête de ce pays par la fraude, ou bien vous allez faire quoi? Parce que maintenant, tout le système est en place pour frauder. Merci pour Monsieur, c'est devant maintenant. C'est devant. Si je me présente, je m'appelle Nanaï Nassé Kimeda. Je suis médecin spécialiste en soins intensifs. J'exerce en Belgique, à Bruxelles, où je suis chef de service. Je m'implique beaucoup dans l'enseignement au Congo, ce qui me permet d'aller à Kisangani, à Bukavu, à Lubumbashi. Il y a quelqu'un où je n'ai pas été. Je vous remercie beaucoup, Dr. Tchani. Mais je vais rire parce qu'en fait, quand on voit votre programme, c'est un peu... c'est comme si on rêvait en fait. Je sais que chacun doit rêver, mais quand on voit la situation de notre pays aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment redéfinir. Moi, Dieu m'a fait grâce que je me promène un peu dans le pays pour voir un peu ce qui se passe. Nous sommes tombés très bas et le pays est presque mort. Voici mes questions. Aujourd'hui, Kabila a verrouillé les systèmes d'élection. Il a l'armée avec lui. Il a la police. Il a ce que vous avez dit ici, que vous n'avez pas reconnu. Il a la communauté internationale. Alors, je me pose la question, comment est-ce que nous allons organiser les élections auxquelles vous pourriez devenir président de la République? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous voulez moraliser la population congolaise. Je profite pour rendre hommage à nos amis combattants, parce que si les mœurs sont devenues impossibles au Congo, les gens qui ont détruit la population, c'est entre autres la musique congolaise. La musique congolaise. Nous avons des chaînes congolaises, quand vous les regardez, vous suivez, d'abord, il n'y a pas de discussion, c'est toujours la danse du matin au soir. Donc là, je rends hommage aux combattants pour l'œuvre qu'ils ont faite ici, en Europe, pour bloquer l'arrivée de ces aventuriers. Moi, je t'appelle des aventuriers. Alors, troisième question. Donc, ma question, c'est pour la moralisation de la population. Comment comptez-vous y prendre pour moraliser le pays? Alors, la troisième question, c'est celle de savoir, nous sommes la diaspora, nous participons beaucoup à l'économie du Congo, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats à la diaspora. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que nous ayons la sagesse de présenter un seul candidat pour la diaspora? Merci beaucoup. C'est une série de questions très intéressantes. Je commencerai d'abord par la question de savoir si on est démocrate, si on est marionnette ou si on est libérateur. Moi, je voudrais simplement donc dire qu'avec cette vision de développement, mon espoir est de vendre l'idée, le projet à l'ensemble de la population congolaise et que nous puissions aller aux élections. C'est mon espoir. C'est possible que je me trompe. C'est possible que les élections n'aient pas lieu, soit dans les temps, et qui soit, comme dirait Kwebe Kimpele, n'auraient jamais lieu. Mais je pense que nous ne devons pas être défaitistes. Nous ne devons pas donc juste
jeter l'éponge en disant notre pays, c'est fini. On ne peut pas espérer avoir des élections, nous n'aurons jamais des institutions démocratiques et par conséquent, ne faisons rien, ne réfléchissons même pas, ne concevons pas des visions de développement comme celle-ci. Moi, je pense, ma contribution, vous savez, chacun de nous doit être en mesure de déterminer ce qu'il a comme expertise pour qu'il soit en mesure de contribuer au pays. Les joueurs de football, comme les Trésors Mputu et les Pantampi, et consorts, ils nous représentent valablement lorsque les léopards vont jouer, rivaliser avec n'importe quel pays. Et moi, quand ils jouent, je dis que vive la RDC, ils nous représentent. Parce qu'ils déploient l'expertise qu'ils ont, ils savent utiliser donc leurs jambes pour jouer et gagner des matchs au nom de la République démocratique du Congo. Moi, je ne peux pas faire ça. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de développer cette expertise-là. Mais là où j'ai eu l'occasion de développer l'expertise, je vous ai dit, non seulement au niveau des études, mais au niveau professionnel, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Banquier commercial, banquier d'investissement et banquier de développement. Quelqu'un qui a travaillé avec le développement des pays et qui a vu ces pays-là faire des progrès. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être utile à mon pays? J'ai conçu cette vision de développement. Maintenant, les conditions de réussite, de mise en œuvre de cette vision, nous devons collectivement travailler ensemble. Mon espoir est qu'on aura des élections. Et la communauté internationale travaille d'arrache-pied. Je fais partie de la communauté internationale et je peux l'attester. La communauté internationale ne soutient pas, comme vous avez dit, le régime actuel pour qu'on puisse continuer à faire ce qui se passe. Je fais partie de cette communauté-là. La communauté internationale estime que les Congolais doivent pouvoir recouvrer ce que j'appelle la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance n'est pas garantie par les institutions actuelles. Sinon, si la communauté internationale était complice, actuellement, il n'y aurait pas de sanctions qu'on est en train de mettre en place. Il n'y aurait pas ces sanctions. C'est des signaux très forts qu'on est en train de... Laissez-moi finir d'abord. Non, laissez-moi finir d'abord. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir d'abord. La communauté internationale, donc, elle utilise des moyens possibles. Mais n'oubliez pas une chose. Quand vous avez les autorités du pays déterminées à faire échec à tous les efforts qu'on mène tant à l'interne qu'au niveau international, il n'y a que très peu que l'on puisse réussir, même en impliquant la communauté internationale. Mais moi, je pense que progressivement, nous sommes en train d'évoluer dans le bon sens. Ça prendra du temps peut-être. Ces sanctions-là, elles sont dissuasives. Ceux qui faisaient la bouche hier ne pourront plus faire la bouche donc aujourd'hui. Et on va étendre cette liste pour atteindre certaines personnes. Et lorsque cela va arriver, lorsque ces gens ne peuvent plus voyager, aller à l'étranger, aller se faire soigner ou envoyer leurs études donc, à l'étranger, on aura le même effet que vous avez dit tout à l'heure, vous avez loué les combattants. Les combattants ont réussi à cloîtrer nos musiciens donc, au pays et pour qu'ils ne puissent plus venir ici. Mais si les sanctions internationales arrivent aussi à réussir donc, le même objectif, en clouant donc ces autorités récalcitrantes au pays pour qu'ils ne puissent plus jamais sortir donc, de là, venir donc se faire soigner ou envoyer leurs enfants donc, aux études à l'étranger, je pense que progressivement on évolue donc dans le bon sens. Ça, pardon? C'est la vérité. Voilà. Donc on est en train d'évoluer donc dans ce sens-là. Bon, tout n'est pas parfait, mais moi je suis un croyant que nous sommes sur le bon chemin, particulièrement là-dessus. Et croyez-moi, il y a des choses que je ne vais pas donc dire sur ce micro, mais cette communauté internationale, je fais partie. Je suis un enfant de la communauté internationale et on me parle, moi, pas simplement en tant que Congolais, on me parle en tant que membre de la communauté internationale. Et j'estime qu'ils n'ont pas intérêt à me tromper. Sinon, je ne serais pas en train de perdre mon temps aujourd'hui avec une vision de développement qui ne pourrait jamais avoir le jour en République démocratique du Congo. Mais croyez-moi, nous allons y arriver. Maintenant, mais maintenant, je voudrais revenir à la question et j'avoue que je n'ai pas très bien compris votre question. Expliquez-moi en termes faciles, s'il vous plaît. Je voudrais comprendre. En gros, il veut parler facile, je ne sais pas. Comment dirais-je? C'est la base. Ce point-là, c'est la base ou le sous-bassement qui est appliqué, je dirais, depuis un siècle et demi. Cette base-là doit être connue par les Africains pour qu'ils sachent comment se développer et acquérir une économie indépendante. Et c'est ça que je cherche à savoir, où vous situez. Okay. En 1960,
les pays africains étaient au même niveau que beaucoup de pays asiatiques. La Corée avait le même niveau de développement que certains pays africains. Sur le plan africain même, au moment où on sortait des indépendances, on était pratiquement au même niveau et le Congo-Kinshasa était l'un des pays qui était plus avancé que d'autres. Moi, je peux certifier aujourd'hui que j'ai travaillé sur des pays africains qui ont fait des progrès énormes. Et j'ai vu ces progrès-là dans la façon de vivre des citoyens de ces pays. Je vous ai mentionné les îles du Cap-Vert, s'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas le Cap-Vert, c'est un petit pays dans l'océan, du côté du Sénégal, dans l'eau. Quand je suis arrivé au Cap-Vert pour la première fois, je me suis posé la question de savoir pourquoi on vous appelle Cap-Vert. Parce qu'il n'y a rien de vert ici. Ils n'ont que du sable et ils ont de l'eau. Et cette eau-là, vous ne pouvez pas la boire parce qu'elle est salée. La pauvreté était rampante. Et j'ai participé aux côtés du gouvernement à la conception de la stratégie de développement du Cap-Vert. Et on l'a mise en œuvre. Et je n'ai jamais vu, moi, un peuple déterminé à réussir à sortir de la pauvreté comme le peuple capverdien. Par exemple, quand vous arrivez au Cap-Vert, on vous donne de l'eau dans un verre comme ça. Moi qui venais d'Afrique centrale, je prenais brrr, je bois, je termine. Et tout le monde est horrifié, on me regarde, on dit mais comment? Vous buvez de l'eau comme ça? L'eau est rare. Il ne faut pas en abuser. Il faut boire petit à petit. Donc, et cette notion-là, c'est la notion de la bonne gouvernance. Ils appliquent ça dans la gestion des ressources publiques. Chez nous, au Congo, nous avons grandi avec l'idée que nous sommes un pays très riche. Et parce que nous sommes très riches, nous gaspillons donc les ressources comme nous voulons. Nous devons changer la mentalité. Et moi, je considère que pour arriver à changer la mentalité, la question que le docteur a posée, nous devons prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple implique quoi? Implique que ceux qui sont au sommet de l'État et en dessous de tous les échelons, que chacun fasse ce qu'il prône, ce qu'il dit. Quand on dit la corruption n'est pas acceptée, qu'on ne puisse pas dire que telle personne, c'est mon cousin, telle personne, c'est ma soeur, donc eux, ils peuvent frauder à la douane, ils peuvent ne pas payer les taxes, et c'est tout à fait acceptable parce que c'est ma famille. Il faut que la loi s'applique à tout le monde. Quand nous allons commencer à prêcher par l'exemple, au Cap-Vert, moi je vous dis, j'ai vu par exemple le gouvernement perdre des élections à cause d'un membre du gouvernement qui était soupçonné d'avoir perçu la corruption de combien? 5 000 $. Ils ont perdu les élections parce que partout la publicité était corrompue, 5 000 $. Mais au Congo, quand je leur dis mais 5 000 $ de corruption, on dit non, ça c'est l'argent des poches. Parce qu'au Coran, on vole l'argent des ressources publiques et il n'y a pas de suivi. Moi, je pense que nous devons prêcher par l'exemple et surtout quand vous êtes donc dans ces fonctions officielles, vous devez faire attention parce que tout ce que vous faites, on vous juge. Et une fois que vous avez toléré, une fois, la deuxième fois, tout le monde entier, toute la République commence à se comporter de cette façon-là. Donc, le système économique mondial que vous décrivez, je ne crois pas que ce système-là donc ait confiné certains pays à rester des pourvoyeurs de matières premières éternellement et qui ne peuvent pas se développer et que ces matières premières ne peuvent être exploitées au profit des pays industrialisés. Nous devons, nous, en tant que Congolais, d'abord avoir une vision de développement et mettre cette vision de développement en œuvre. Je vous dis que depuis 1960, moi, j'ai analysé tous les plans que nous avons. Le plan Mobutu, le plan quinquennal, la révolution de la modernité, et quoi d'autre, les 5 chantiers et consorts. Mais vous ne pouvez pas réussir le développement d'un pays quand vous avez tous ces concepts-là conçus par des Coréens qu'on a fait venir au Congo, des Chinois qui sont venus donc là-bas pour pouvoir rédiger ces histoires-là pour les Congolais, mais sans que les Congolais puissent absorber, être responsables, avoir l'appropriation de ces programmes. La différence entre ce et tous les autres plans dont vous avez entendu parler, c'est que celui-là, il est conçu par les Congolais. Non seulement moi, mais j'avais toute une équipe de Congolais autour. Et nous allons mettre ça en œuvre. Et si nous mettons ça en œuvre, nous irons dans chaque coin du monde. Nous allons expliquer à tout le monde que c'est ça que nous voulons faire pour notre pays. On va nous soutenir. J'ai déjà défendu ce plan-là devant le secteur privé, en Belgique, ici en France, à Monaco, aux États-Unis. Et chaque fois que je présente ça, tout le monde me dit, vous savez quoi? C'est ça qui manque à votre pays. C'est ça qui a manqué à votre pays. Et je vous dis bien, les autorités politiques américaines, à un niveau très élevé, m'ont dit c'est ça qui manquait à votre pays depuis très longtemps. Allez-y, nous allons vous soutenir, nous allons vous appuyer pour mettre en œuvre. Je ne peux pas mentionner certaines institutions pour des raisons professionnelles, mais tout le monde est impressionné avec ce plan. Je vous dis qu'il n'y a personne qui va nous dire que le système économique mondial veut que le Congo reste sous-développé pour que simplement la France soit développée. Ce n'est pas vrai. Merci. J'étais dans la même situation que vous.
la Gambie. C'est vrai, c'est un petit pays. Mais quand on a vu qu'il y a l'actuel président qui était d'une conviction profonde, on l'a soutenu. Au point que l'Union africaine, finalement, a délogé Yahya Jammeh. Je dis que le Congo va se libérer. Et c'est le moment ou jamais. Ce que je souhaite, il faut que le professeur et tous les cadres congolais aillent voir les chefs d'État de l'Union africaine en disant: nous ne vous demandons pas d'appliquer ce que vous avez appliqué au président gambien, mais nous vous demandons tout simplement aujourd'hui d'interdire à Kabila de se mêler de la politique congolaise parce qu'il n'est plus président. Mais si vous faites ça intelligemment, vous allez voir Alpha Condé qui est à la tête de l'Union africaine. Vous allez voir, et je condamne Zuma, qui déroule le tapis rouge sous les pieds de Kabila. C'est une forfaiture. C'est une bêtise. C'est une honte. Mais rien n'est perdu. Donc, reprenez votre bâton de feu de l'air, allez directement à l'Union africaine. Kabila n'est plus président, il n'est pas acceptable qu'on le laisse manipuler avec sa mafia. Et ça, c'est possible. Deuxième chose, Laurent Désiré Kabila, en 1998, est venu ici. Il était sincère. Et en plus, il était conscient qu'il n'y avait pas des hommes qu'il fallait autour de lui. Il nous l'a dit. Et je laisse là à l'appréciation du président. On lui a dit: faites appel à tous les cadres congolais. J'ai été l'un des premiers à recommander autre chose, comment il s'appelle, Mokolo. J'ai dit: voilà, il y a les Mokolo. Si je vous avais connu à l'époque, je vous aurais recommandé. D'ailleurs, vous étiez quand Kabila a pris le pouvoir. Professeur, non, parce que c'est un excellent patriote. Il dit: tout ce que j'ai eu, c'est grâce à la bourse congolaise. Mais ça, c'est quand même, c'est déjà un bon signe. Maintenant, vous étiez, quand nous cherchions de bons cadres pour déloger les Rwandais, les Ougandais, qui sont en train de piller vos matières premières, où vous étiez professeur, parce que je vous aurais recommandé à Kabila. Bien. Je vais vous dire autre chose. Vous devez vous faire confiance vous-même. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vraiment mener le combat à fond. Et pour le faire, il faut argumenter. Je salue l'Union européenne qui a dit: les mafias de Kabila, ces ministres et autres qui se sont enrichis de manière inacceptable ne peuvent plus sortir de la République démocratique du Congo. Mais vous devez prendre ça déjà comme une bénédiction. L'Union européenne ne veut plus de Kabila. Alors, nous avons un professeur, nous allons essayer de lui faire confiance. C'est à lui maintenant de nous dire, dans les mois qui viennent, parce qu'il sera peut-être président, mais il peut ne pas être président, puisque les Katumbi sont là. Et ça, ce sont des gens dangereux. Vous savez, nous sommes allés, quand le vieux était vivant, on est allé à Bruxelles, on a vu comment le vieux lui-même il était manipulé. On lui a fait croire que si vous descendez à Kinshasa, ça va changer. Ils ont manipulé le vieux, on lui a donné de l'argent. Il est parti, et finalement il n'a rien fait, le vieux. Vous avez vu? Et il est venu mourir. Donc, non, ce n'est pas le moment de s'amuser. C'est le moment de trouver des hommes et des femmes vraiment décidés, sans violence, par la qualité de l'argumentation, de faire en sorte qu'en 2017, là, que le changement soit possible. Et je compte sur vous, monsieur le professeur, j'espère que vous allez me dire effectivement comment vous allez faire pour débarquer demain à Dakar et même débarquer à Addis Abeba pour dire trop c'est trop, vous ne pouvez pas soutenir la Gambie qui est un petit pays et laisser la République démocratique du Congo étouffer. Et on ne vous laissera pas étouffer.
Excusez-moi. Bonsoir, monsieur Tchali, docteur. Tout d'abord, mes honneurs pour cette honorable prestation. Excusez-moi. Et bonsoir à nos distingués invités également. Donc, je me présente, madame Koulibaly Kadidia. Je suis originaire du Mali et du Congo. J'ai ma grand-mère qui est originaire de Kasaï oriental. Pour des raisons d'insécurité, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter le pays natal de mes grands-parents. Bon, j'espère prochainement avoir cette opportunité-là. Donc pour faire court, je suis de profession dans la gestion de portefeuille dans les activités pétrolières et parapétrolières. Je suis très activiste au niveau de la société civile. Je suis présidente de la plateforme Afrique-Invest qui accompagne les porteurs de projets de la diaspora vers les marchés émergents africains. Donc j'aurais une question au niveau de nos porteurs de projets pour la diaspora. Et en parallèle, je suis aussi vice-présidente du MUF, Mouvement d'émancipation universelle des femmes, qui a pour but de promouvoir et positionner l'émancipation de la femme à l'échelle nationale et internationale. Donc pour revenir sur les questions en soi, ma première question c'est moi en tant que leader dans une plateforme de porteurs de projets. Pour mes porteurs de projets pour le Congo, il y a le souci de l'insécurité qui revient très souvent. Mais maintenant, ma question, c'est vous, au niveau de la diaspora qui souhaiterait émerger dans les marchés économiques au Congo, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement, on va dire, nous proposer? Et je reviens également sur la femme, la position de la femme. Qu'est-ce que vous nous proposez pour l'autonomisation et puis la valorisation de la femme, on va dire, dans l'économie et pourquoi pas en politique aussi. Voilà. Bonsoir, docteur Tchani. Moi, ma question, c'est... Vous êtes madame Ebouya. Ebouya Manzele, de nationalité congolaise. RDC ou Braza? Non, RDC, né et grandi à Kinshasa. C'était juste une précision. Oui. Donc, ma question, c'était quoi? La RDC, c'est un passoire. Tout le monde aura celui de lier Awa. Nous, les étrangers, pour s'installer. Je me souviens dans les temps, j'étais encore gamine, il y avait les oncles qui quittaient le village pour venir voir la famille. Ils passaient d'abord au commissariat. Vous venez pour combien de temps? Une semaine, 2 semaines, vous repartez. Et la RDC, n'importe qui rentre, ils viennent pour engrosser nos enfants pour avoir des papiers. Plein de Nigériens actuellement, de Camerounais. Il n'y a plus rien. Je veux dire, n'importe qui peut rentrer chez nous comme il veut, il s'installe. Dans tous vos projets, il y a une chose que vous n'en avez pas parlé, c'est de, si je peux dire, avoir de préfecture sous préfecture pour tout ce monde-là qui arrive, les étrangers qui viennent s'installer, engrosser nos enfants pour avoir le papier. Contrôle la politique de l'immigration, surtout ça. C'est un passoire. N'importe qui, il rentre, il s'installe, il engrosse une zaïroise. Le lendemain, une congolaise, pardon, le lendemain, il a ses papiers. Même sans engrosser, il a les papiers. Même sans engrosser, il a le papier. En tout cas, la politique de l'immigration, nous, on a souffert ici pour avoir le papier. On a souffert. Donc, ça, c'était ma question. Et voilà, je vous en remercie. Je vous remercie de me donner la parole. Je suis Jules Victor Kingé, je suis d'origine camerounaise. Je suis acteur de profession et j'ai été très heureux de vous écouter. Et sur ce, je pense que je vais résumer certains éléments clés de vos propos qui pourront me toucher, qui surtout qui vont au développement de l'humain. Je prône depuis très longtemps déjà à ce que nous puissions toujours remettre l'humain au centre de toutes nos réflexions pour avoir un monde meilleur. Et ce développement, vous l'orientez encore vers la jeunesse, la femme
les hommes. Vous avez parlé de santé, et c'est là où je veux en venir, justement, pour vous interpeller. Le Congo, la RDC est un pays très grand, qui même au niveau du développement de la recherche a donné et a fait des preuves. On se souvient au moins pour l'AZT, qui était un reliquat pour le sida. Aujourd'hui, je crois fortement que cette insécurité sanitaire est un fléau sans lequel, qu'il faut combattre, sans lequel tout le reste ne sera qu'échec. Donc vous avez parlé d'un système d'assurance maladie universelle. C'est beau. Mais avant d'avoir un système d'assurance maladie universelle, il faut d'abord avoir un système de santé. Ce système de santé comprend les infrastructures, les hommes et les femmes qui vont avec, qui accompagnent et qui apportent cette solution universelle qui pourrait permettre aux gens de ne pas mourir parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'Afrique, c'est ça. Alors, je voudrais vraiment savoir les fonds. Comment vous pourriez le faire parce que ça coûte cher? Si, par exemple, vous mettez en place un système d'assurance maladie universelle, c'est un système qui court à un risque énorme à la ruine. Pourquoi? Parce qu'un médecin, il faudra toujours le payer avant qu'il n'investisse des soins. Donc, si le patient n'a pas déjà ses ressources pour pouvoir payer le médecin qui se trouve peut-être dans la plus belle des cliniques par celle que vous avez montrées, ou encore d'autres hôpitaux ou centres universitaires, parce qu'il faut aussi comprendre cela, il faut lier en même temps la pratique, la recherche, et permettre dans cet environnement de santé que les choses soient liées. On va dans un hôpital, si on arrive, on a une simple petite maladie qui superficiellement ne se voit pas, il faudrait qu'on ait aussi cet accompagnement-là, sinon la mort est très proche. Alors il faut beaucoup de capitaux pour cela. Ma question se résume à une chose simple. Comment allez-vous le mettre en place? Comment allez-vous l'envisager malgré l'environnement économique qui est galopant? Je vous remercie. La question sur le secteur de la santé, c'est une question très importante parce que je considère que le développement, j'ai tendance à approcher les choses sous l'angle du développement. Et je considère que nous ne pouvons pas être dans le domaine du développement ou même envisager le développement des pays sans mettre l'homme et la femme au centre de nos préoccupations. Quand vous êtes ici en Europe ou aux États-Unis, au Canada, regardez simplement dans la rue la population, les hommes et les femmes que vous voyez. Et regardez dans nos pays africains. Vous voyez simplement la personne marcher, vous réalisez que ces personnes-là n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même qualité. Pour améliorer la qualité et la durabilité de nos ressources humaines, qui sont un ingrédient principal du développement, je considère que nous devons investir massivement dans le système d'éducation, la santé et l'autosuffisance alimentaire. L'homme et la femme doivent être bien nourris, bien entretenus, bien formés, pour qu'ils puissent bien contribuer au développement du pays. Maintenant, en ce qui concerne la santé particulièrement, au-delà de l'assurance maladie universelle ou bien de la carte d'égalité des chances que j'ai décrite, je considère que nous devons réhabiliter les infrastructures sanitaires. L'exemple que je vous ai donné des cliniques danoises à Kinshasa, ça c'est un exemple peut-être frappant pour frapper l'imaginaire des gens. Mais il y a pire que ça. Aller dans ce qu'on appelle le dispensaire à l'intérieur du pays, c'est des mouroirs. Aller à Kinshasa dans ce qu'ils appellent le CNPP, Mamaï, vous allez trouver que c'est des mouroirs. Les conditions sanitaires de base ne sont pas réunies. Nous devons non seulement réhabiliter les infrastructures sanitaires existantes, mais surtout construire des infrastructures sanitaires modernes. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Ce n'est pas normal que tous nos hommes congolais ou nos femmes congolaises, quand ils sont malades, ils prennent l'avion pour aller se faire soigner à l'étranger et mourir donc à l'étranger. Ce n'est pas normal. Nous devons avoir des systèmes dans nos pays qui nous permettent de pouvoir trouver les meilleurs soins en sécurité, d'ailleurs auprès de gens qui parlent les mêmes langues que nous. Je suis indigné donc d'apprendre qu'on a construit un hôpital ou bien réhabilité un hôpital à Kinshasa, on appelle l'hôpital du centenaire. Mais quand vous arrivez là-bas, vous trouvez tout le personnel est indien. Ils parlent leur langue et ils ne parlent pas nos langues. Comment voulez-vous que quelqu'un arrive là-bas pour se faire soigner dans son propre pays et quand il communique avec le médecin, on doit avoir un traducteur? Ce n'est pas normal. J'ai appris qu'il y avait même une femme, la femme d'un diplomate angolais. Une angolaise, oui.
Oui, et cette femme est décédée. Pourquoi? Parce qu'elle est allée, quand elle parle au médecin a mal compris, comme il y avait un traducteur, on lui a injecté des produits qu'il ne fallait pas, elle est morte donc sur le champ. Donc nous devons réhabiliter nos infrastructures sanitaires et former les médecins et le personnel soigné en nombre suffisant pour pouvoir s'occuper de nos gens. Ça, c'est une priorité dans le cadre de ce plan. Au-delà donc de ça, moi, je considère que les allocations budgétaires doivent tenir compte donc de ces priorités-là. Parce que quand vous regardez aujourd'hui les allocations budgétaires donc, faites par la République démocratique du Congo, année après année, on ne semble pas voir là où le gouvernement met les priorités. La priorité, bon, je peux comprendre donc les questions sécuritaires et consorts, mais vous regardez que dans le cadre du budget, la présidence de la République dépense 3-4 fois plus le budget qui est alloué par exemple donc, au secteur de la santé. Donc, là où le peuple congolais peut trouver son compte, il n'y a pas suffisamment de ressources donc allouées de ce point de vue-là. Donc, croyez-moi, dans le cadre de ce plan, on va mettre l'accent sur le secteur de la santé, la formation, la construction donc, des hôpitaux, des infrastructures sanitaires donc, modernes, mais également la formation, les paiements de nos personnels soignants, les médecins, tout comme donc, les infirmières, doivent être compétitifs pour que nous puissions retenir les gens de qualité. Aujourd'hui, le système éducatif au Congo et le système sanitaire fait qu'on forme des médecins, on forme des infirmières, mais une fois qu'ils ont acquis la formation, ils vont aller en Afrique du Sud pour aller travailler là-bas parce qu'on leur paye un peu plus qu'au Congo. Nous devons être compétitifs pour attirer les meilleures ressources humaines, non seulement les Congolais de retenir au pays, mais également attirer aussi des étrangers dans ces secteurs-là qui viennent trouver des opportunités donc, dans notre pays et contribuer au renforcement des capacités là-bas. Il y avait une question sur les femmes et la diaspora. Comme je l'ai dit avant, Madame Kadidje d'abord, vous avez dit que vous êtes congolaise et vous êtes aussi malienne. Mais pour nous, vous êtes congolaise. Je vais vous dire pourquoi. Parce que chez nous, quand vous êtes né, une combinaison du Congo avec n'importe quel pays, la constitution, moi si je suis là-bas, elle va être ajustée pour que automatiquement vous soyez congolais. Vous êtes congolais, vous êtes notre fille, vous êtes notre enfant, et vous devez savoir que votre pays se trouve là-bas. Vous pouvez y aller à tout moment. Alors, cela étant, je voudrais dire que les programmes que je suis en train donc de prôner met un accent particulier sur les femmes. Et je vais vous dire pourquoi les femmes sont importantes pour nous. Quand vous regardez la composition de la population congolaise, les femmes représentent à peu près 53% de la population. 53. Donc la majorité de la population congolaise est constituée de femmes. Si nous ne pouvons pas les inclure dans les programmes de développement, dans tout ce que nous faisons, nous excluons automatiquement la moitié de la population. Et moi, je suis indigné que chaque fois que vous voyez les institutions congolaises, regardez simplement dans n'importe quelle salle, vous trouverez 3-4 femmes congolaises, le reste c'est des hommes. Nous devons les impliquer. L'inclusion sociale dont je parle implique la participation effective des femmes aux efforts de développement du pays. Nous devons avoir des programmes. Je ne dis pas qu'on doit créer un système de discrimination où on donne donc des postes aux femmes juste pour le plaisir parce qu'il faut remplir donc les quotas. Mais j'estime qu'il faut les promouvoir à travers le système d'éducation, accélérer des programmes donc de formation dans des domaines de gestion, de management, de leadership pour qu'elles puissent être présentes non seulement dans le secteur privé, mais également dans les institutions étatiques. Et mon objectif serait de faire comme Macron en France et de faire donc l'égalité 50-50. Donc ça, c'est l'objectif pour que tout le monde puisse trouver donc son compte dans notre pays. Maintenant, en ce qui concerne la diaspora, je l'ai dit que la diaspora congolaise est une force incontournable de près de 8 millions d'habitants. 8 millions. 8 millions, c'est comme la population dans d'autres pays. Les populations de certains pays, nous sommes, je ne veux pas citer les pays, mais nous sommes plus nombreux que certains pays, donc en Afrique par exemple. Quand je dis nous, c'est-à-dire la diaspora, nous ne pouvons pas exclure ces gens-là qui sont sortis du Congo pour des raisons diverses. La plupart des temps, nous sommes sortis de là, certains sont partis pour étudier, mais d'autres sont sortis par manque d'opportunités dans le pays. Si nous créons des opportunités pour lesquelles ils sont sortis, qu'ils cherchent à l'extérieur et qu'ils ne trouvent pas d'ailleurs, si nous créons ces opportunités en République démocratique du Congo, la diaspora congolaise va revenir en grand nombre. Et je voudrais qu'on ait un programme consciencieux d'attirer la diaspora pour que les gens volontairement, je ne dis pas que ceux qui ne veulent pas rentrer doivent être forcés à rentrer, mais ceux qui veulent rentrer, on doit les accueillir. On doit créer des conditions pour qu'ils puissent revenir. Et ces conditions incluent entre autres la détaxe, la défiscalisation dont j'ai parlé,
lorsque quelqu'un de la diaspora voudrait, par exemple, rentrer pour créer une petite industrie ou une petite entreprise dans le domaine de la restauration, quand il importe, par exemple, le matériel de cuisine pour préparer, ou les chaises, ou des trucs comme ça, il faudrait qu'on puisse détaxer ça. C'est une incitation pour que quelqu'un qui achète, qui a fait des petites économies donc ici en Europe, et qui achète ces matériaux-là, ces matériels, et qui va les importer au Congo, qu'on ne puisse pas lui imposer une charge qui fera que ce n'est plus intéressant pour lui donc de rentrer. On donne donc cette défiscalisation à la diaspora, qu'on ait donc d'autres programmes, par exemple, quand on aura le système financier que je suis en train de prôner fonctionnel, qui est des programmes, par exemple, des crédits réservés aux gens de la diaspora. Les îles du Cap-Vert, par exemple, ont un programme où, quand quelqu'un du pays investit, met dans son compte d'épargne 100 000 euros, par exemple, sur cette épargne-là, on lui paye, par exemple, à l'intérieur du pays, le taux de 5% par an. Quand quelqu'un de la diaspora qui vit au Portugal ou aux États-Unis et consorts investit les 100 000 $ au Cap-Vert, le gouvernement du Cap-Vert a trouvé un arrangement pour qu'on paye les 5% qui sont payés à tout le monde, mais qu'on lui paye aussi un bonus d'à peu près 1% au-dessus de cela. On rend l'investissement plus attractif pour les gens de la diaspora de remettre l'argent dans leur pays d'origine. Il faut qu'on ait donc des mécanismes de ce genre. Mais également, quand vous rentrez au pays, qu'il y ait des programmes sponsorisés par le gouvernement qui travaillent avec les banques privées pour qu'on puisse donner des facilités de crédit, par exemple, aux gens de la diaspora qui viennent pour s'installer ou bien pour créer des petites et moyennes entreprises. Donc, avec ces différents, ces différents programmes, je pense qu'on pourra attirer la diaspora pour qu'elle puisse rentrer au pays, parce que moi, je crois sincèrement que quelqu'un qui est sorti du pays, qui a vécu en Occident, qui a vécu en France, aux États-Unis, au Canada, et qui a travaillé dans une entreprise, il a appris des choses, c'est comme un stage professionnel qu'il a fait dans des sociétés modernes. Quand il rentre au pays, il est mieux formé que la plupart de nos compatriotes qui n'ont pas eu cette chance-là. Et en rentrant, il peut former aussi un grand nombre. C'est comme ça que nous allons entraîner donc, la grande partie de la population congolaise vers le haut, à travers donc, ces programmes, en combinant les efforts donc, de la diaspora qui rentrent, mais également en les combinant avec nos nationaux qui sont toujours à l'intérieur du pays. Il y avait une autre question. J'ai oublié. Pardon? Oui, les questions de l'immigration. Je voudrais d'abord, je suis d'accord avec vous que nous ne devons pas être une passoire où chacun peut venir quand il veut. J'ai vu certaines personnes originaires de certains pays traiter nos compatriotes à l'intérieur du Congo comme des esclaves. C'est inadmissible. C'est totalement inadmissible. Allez rester donc dans ces grands hôtels là-bas et vous allez voir donc juste ce qui se passe, c'est tout à fait inacceptable. Mais tout cela est la conséquence d'une chose, l'absence d'État. Quand nous allons, le premier pilier du plan Marshall, comme je le disais tout à l'heure, consiste à promouvoir la paix, la sécurité, mettre en place l'état de droit, mais des institutions démocratiques fonctionnelles. Qu'on ait l'armée, la police, les services de sécurité qui fonctionnent, qu'on ait une administration publique, qu'on ait les préfectures, avec la décentralisation financière, qu'on ait des préfectures donc, dans nos villages, dans nos localités, donc à l'intérieur, qui fonctionnent. Tant qu'on aura ces éléments-là en place, je pense qu'on pourra veiller à mieux protéger nos citoyens. Ces jeunes filles-là qui se livrent à ces activités, il faut savoir pourquoi elles le font. Elles ne le font pas par choix, elles le font parce qu'elles n'ont pas d'opportunité. Mais si elles ont l'occasion d'avoir un petit travail dans une entreprise, par exemple, qui fait la couture, ou à la fin donc, du mois, elle a de l'argent pour payer son loyer, supporter son enfant ou bien aider sa famille, elle ne va pas se vendre à n'importe quel prix devant n'importe qui. Et surtout, ces gens-là, quand ils viennent chez nous et qui font donc ce désordre-là, il faut savoir que chez eux, ils ne valent rien. Donc, moi, je suis un fervent croyant que nous devons avoir des portes ouvertes parce que nous ne devons pas évoluer dans un monde, dans un vase clos, nous fermer nos frontières pour que personne ne puisse venir chez nous. Nous devons attirer donc les gens de qualité, mais entre-temps chez nous, nous devons avoir un État et une administration fonctionnelle pour qu'il y ait des règles, qu'il y ait des lois qui soient respectées et par les Congolais et par les étrangers qui viennent. Et les étrangers, quand ils viennent, ils doivent pouvoir donc se soumettre à la loi de la même façon que nous nous soumettons aux lois des pays d'accueil où nous sommes actuellement. Je vais poser la question de M. Yves Ouamouana Bouté Ouamotombo, qui est journaliste très connu.
il est maintenant, mais il est en Belgique parce qu'il y a un apéro citoyen pour réfléchir sur l'indépendance du Congo. Ces préoccupations rencontrent déjà certaines questions qui ont été posées. Alors je vais résumer. La première question c'est, peut-on organiser les élections dans un pays où on n'a pas de pièces d'identité? Et la deuxième question, que pensez-vous de la double nationalité? Ça c'est... Voilà. Et maintenant on va prendre beaucoup de gens à la fois. Hein, oui, la question du... Oui, d'accord. Il y a une question qui était posée avant, j'avais oublié, la question de plusieurs candidats qui viennent de la diaspora. Que faire? Moi, je voudrais d'abord rappeler à tout le monde que la diaspora n'est pas un parti politique. Quand on dit qu'il faut avoir un candidat de la diaspora, c'est comme dire aussi que tous les congrès de l'intérieur devraient avoir un seul candidat. Comme ça, on aura un de la diaspora qui va confronter un donc de l'intérieur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ce qui doit nous préoccuper, nous, c'est quoi? C'est regarder de tout ce monde-là et à l'intérieur, à l'extérieur, et nous poser cette question. On va choisir telle personne en fonction de quoi? Est-ce que ce parti, est-ce que ce candidat a un projet de société qui se défend? Est-ce qu'il peut le défendre en français? S'il peut le défendre, tant mieux. Et s'il a des idées qui puissent convaincre et la diaspora et les gens de l'intérieur, mettons-nous derrière cette vision-là. Mais dire que nous devons... Nous sommes très multiples. Moi, je vais vous dire une chose, que j'ai essayé de faire un effort dans la diaspora en contacter 4, 5, 6 personnes différentes, en leur disant, mettons-nous d'accord. Qui a un projet de société? Moi, j'ai sorti mon projet de société, j'ai mis sur la table, en leur disant, voici mon projet de société, la force du changement. Qui a son projet de société qu'il met ici et que nous puissions examiner, que chacun explique ses idées et qu'on détermine parmi nous quelle est la meilleure personne avec le meilleur projet de société, ou bien qu'on puisse fusionner ces projets de société, faire la synthèse et dégager une personne qui va nous représenter. Sur 5 personnes que j'ai réunies, chacun me disait, vous savez quoi, moi je veux bien qu'on se mette ensemble, mais à condition que tout le monde se mette derrière moi. Alors avec cette idée-là, il est difficile de pouvoir mettre tout le monde autour de la table. Mais moi je continue à vous dire une chose, je suis prêt à travailler avec n'importe qui, mais à condition que cette personne-là ait une vision de développement, un projet de société qui puisse transformer la République démocratique du Congo, amener la bonne gouvernance, améliorer les conditions de vie de tout le monde. Si cela est possible, j'accepterai ça. Mais je ne me mettrai jamais derrière un individu parce qu'il m'a donné de l'argent. Ça, je ne le ferai pas. Je ne me mettrai jamais derrière un individu qui ne va pas changer la situation du Congo. Je vous ai dit ceci. Je vous ai dit que le Congo a besoin d'un véritable changement, d'un changement profond. Ce changement-là ne viendra pas en recyclant les mêmes personnes que nous connaissons aux commandes des affaires de l'État. Ils ont été donc dans ce gouvernement-là, ils nous ont donné les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas la veille que quelqu'un doit juste se réveiller donc dire donc désormais moi je suis différent donc de l'administration qui l'a servi, donc venez vous mettre derrière moi. Non, si cette personne vient simplement pour distraire les gens, pour qu'on se mette derrière lui parce qu'il va faire ceci, il va faire cela, je ne crois pas un seul instant qu'il pourra changer les choses. Mais je demande que le Congo puisse changer en ayant des gens nouveaux, ayant des projets de société qui se défendent et en ayant un véritable idéal. Je suis désolé quand j'entends le fatalisme des personnes qui disent qu'on ne peut rien réaliser là. Mais moi je crois sincèrement que nous pouvons réussir si nous nous mettons ensemble, mais en soutenant un projet de société, une vision de développement et en mobilisant tout le monde. Mais avec cette remarque-là faite, je suis ouvert à me mettre autour de la table avec tout le monde, tant de l'intérieur que de l'extérieur, pour qu'on puisse dégager parmi nous la meilleure personne possible avec une vision de développement qui se défende et que cette personne puisse nous représenter.